que vous pourriez vous présenter succinctement? Je sais que c'est pas facile parce que c'est complexe. Je suis Philippe Mérieux. Moi, à l'origine, je suis un enseignant de philosophie d'abord, enseignant du premier degré, instituteur ensuite, puis enseignant de collège, enseignant de lycée professionnel. J'ai créé dans les années 80 un collège expérimental, et à cette occasion-là, j'ai été amené à travailler avec l'université qui évaluait notre travail pédagogique et les universitaires de Lyon qui supervisaient ce collège ont trouvé intéressant que je m'investisse dans la recherche. Je me suis donc investi tardivement dans la recherche universitaire. J'ai préparé une thèse d'État sur la question des interactions cognitives entre pairs, ou pour faire simple, le travail de groupe des élèves. Mais c'est pas simple, justement, c'est une question très compliquée. Et puis, je me suis intéressé à la formation des enseignants, à l'histoire des doctrines pédagogiques, à la pédagogie, et à la manière dont le discours pédagogique pouvait être compris, interprété, utilisé. Voilà. Quand et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? Nous avons dû nous rencontrer avec Bernard Stiegler il y a environ une quinzaine d'années. Je ne me souviens pas si c'est moi qui l'ai contacté ou si c'est lui qui m'a contacté, mais je me souviens qu'il a souhaité que nous nous rencontrions. Il a souhaité que nous puissions travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Je crois que le premier travail que nous avons ébauché était à partir d'un logiciel de lecture des entretiens qu'il avait mis en place et qui lui permettait de repérer dans les entretiens, repérer dans des propos, dans des conférences, des items découpés. Je ne saurais pas dire parce que c'est maintenant un peu ancien pour moi. Et effectivement, ça s'appelait Ligne des temps, ce logiciel, et on a travaillé avec lui là-dessus aussi. Alors ensuite, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Nous avons travaillé ensemble, soit seul, lui et moi, soit avec d'autres. J'ai des souvenirs de rencontres avec Patrick Bouchain, avec Robin Renucci, avec tout un tas de gens qu'il aimait rencontrer. Il aimait rencontrer des gens qui appartenaient à divers horizons. Nous nous sommes rencontrés également à l'occasion de l'écriture d'un ouvrage commun avec Denis Cambouchner, qui était un ouvrage piloté par deux jeunes philosophes. Et puis, je l'ai sollicité aussi pour un ouvrage que j'ai moi-même coordonné sur le plaisir d'apprendre. Et on a travaillé ensemble à cette occasion. Ça a été d'ailleurs une occasion très intéressante pour réfléchir avec lui autour de la question de son propre langage. Parce que ce souvenir m'a beaucoup marqué. Il m'a envoyé un texte pour publier dans cet ouvrage que j'ai envoyé à l'éditeur, que l'éditeur a immédiatement refusé en disant c'est pas possible, c'est un texte que personne ne comprendra, c'est un texte qui est beaucoup trop compliqué, c'est un texte qui n'est pas du tout accessible et qui, comparé aux autres, puisque c'était un ouvrage collectif, ne peut pas s'inscrire dans l'ensemble. Donc j'ai fait passer le courrier à Bernard, qui a répondu lui-même à l'éditeur en lui disant je crois que sa formule exacte c'était la complexité de ma pensée, c'est pas le problème, c'est la solution. Et je crois que ça veut tout dire. Ça veut dire que pour lui, la recherche, l'exigence qui le pousse à inventer des mots, à mettre en relation des idées, à écrire en permanence des choses nouvelles, cette exigence, elle est liée à sa volonté d'intelligibilité maximale des choses. Et effectivement, les choses sont complexes. Il se refusait à les schématiser, à les simplifier, à entrer dans le slogan. C'est un homme qui a toujours refusé de simplifier le réel pour faire plaisir à quiconque, y compris à lui-même. Il a toujours accepté que le réel était complexe
et que la compréhension du réel était une aventure elle-même compliquée et toujours à réinventer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé chez lui dès le début et qui a été un fil rouge de nos relations. Mais vous, en tant que pédagogue, justement, vous devez être très sensible à cette complexité de son vocabulaire et de cette parfois vraiment ardu, un langage ardu que certains livres comme Pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue, il faut le lire 3-4 fois pour comprendre la moitié. Hein. Donc, oui, il y a même des livres de Bernard qui requièrent une vraie culture philosophique. Il faut avoir lu Husserl, il faut connaître Freud, il faut bien connaître Marx, il faut connaître Derrida, bien sûr, son maître. Son maître. Je pense que Bernard était une encyclopédie vivante, mais pas une encyclopédie figée. C'est un homme qui a toujours cherché à penser le réel à travers toutes ses facettes, qui ne s'est jamais résigné à ne pas comprendre, qui ne s'est surtout jamais résigné à simplifier les choses quand celles-ci lui paraissaient difficiles à appréhender. Il y a beaucoup de penseurs aujourd'hui, en tout cas c'est le point de vue que j'ai, je crois, il y a beaucoup de penseurs qui, quand les choses leur paraissent trop complexes, quand ils ne peuvent pas se saisir des choses, se résignent à les schématiser, à les simplifier, voire à basculer dans le slogan. Ça n'a jamais été le cas de Bernard. Bernard était toujours dans une relation au monde, aux êtres et aux choses, mais aussi aux œuvres, qui ne se résignait jamais à les simplifier, à les schématiser, à les réduire. Voilà. Il ne voulait pas réduire les choses, et ça donne une pensée qui est une pensée foisonnante et très exigeante, évidemment. Alors dans cette pensée exigeante, quand même, il y a des lignes de force. Et ces lignes de force autour de l'individuation, autour du pharmacone, des lignes de force qui sont quand même extrêmement claires et qui structurent, charpentent sa pensée d'une manière très forte et qui donnent à cette pensée une importance tout à fait primordiale, me semble-t-il, dans le paysage philosophique contemporain. Mais pour vous, en tant que spécialiste de la pédagogie, des sciences et de l'éducation, est-ce que la clarté n'est pas une exigence première? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a attiré dans le langage ou dans la personnalité de Bernard Stiegler? La clarté n'est pas une exigence première. Ce qui est une exigence première, c'est la précision, la justesse et la quête de vérité. Si la clarté se fait au détriment de la précision, au détriment de la justesse du propos, au détriment de la quête de vérité, si elle se fait au prix d'une simplification du réel, la clarté n'est pas une qualité, elle est un défaut. Bernard, d'une certaine manière, était clair avec lui-même. Il était clair, y compris dans sa complexité. Il était clair sur sa complexité. Il savait lui-même que ce qu'il disait était complexe, mais que cette complexité devait être assumée pour rentrer dans une intelligibilité maximale des choses et du monde. Et je crois que c'est quelque chose de fort. Et je voudrais dire à ce sujet que Bernard a toujours eu des relations avec des jeunes, avec des élèves, y compris des élèves de lycée professionnel, des élèves un peu difficiles, des élèves un peu marginaux, des élèves qui avaient des problèmes avec l'école. Et quand il avait des relations avec eux, quand il discutait avec eux, j'ai même souvenir d'une émission de radio qu'il avait fait avec 2 jeunes de lycée professionnel, il était très exigeant, il n'abandonnait rien sur le fond, mais il ne décourageait pas pour autant ses interlocuteurs. Il était capable de ne rien lâcher sans décourager l'interlocuteur, et la complexité de son propos n'était pas une manière d'exclure l'autre, mais au contraire une manière de l'interpeller. Il y a des gens qui finalement sont compliqués pour exclure, dont la complexité est une forme, une manière de dire je suis au-dessus de vous, et puis c'est moi qui ai pensé, vous n'accéderez jamais à ma pensée. Et puis il y a une manière de présenter cette complexité comme une aventure à laquelle l'autre est associé.
Et je pense que dans ses rapports avec autrui, Bernard était dans cette posture-là. La complexité était une aventure à laquelle il associait toujours l'interlocuteur. Et parce qu'il associait l'interlocuteur, à cet égard, il était un grand pédagogue. Il était un très grand pédagogue au sens où il était quelqu'un qui engageait une relation et qui n'était pas dans un rapport de communication d'une vérité a priori qui devait s'imposer ou qui aurait dû s'imposer comme venant du ciel des idées sur les personnes censées les recevoir. Sa pensée n'est pas une pensée dogmatique qui s'impose à des gens qui sont supposés la recevoir telle qu'elle. Elle est une introduction à la complexité de la pensée elle-même et une interpellation pour que les autres pensent avec lui. Et je pense que ça, c'est fondamental et essentiel. C'est quelque chose qui lui tenait d'ailleurs beaucoup à cœur, cette entrée dans le désir d'apprendre, le désir de comprendre. D'ailleurs, il y avait deux niveaux, hein. Il y avait le niveau écrit et puis les vidéos qu'on peut voir de lui qui sont extrêmement claires. Limpides au point de vue vocabulaire, au point de vue pouvoir de se faire comprendre par tout le monde, et y compris ceux qui n'étaient pas spécialisés en philosophie et dans tout ce magma du vocabulaire philosophique. Oui, parce que Bernard distinguait très fortement ses écrits de ses interventions orales. Il m'avait expliqué que pour l'écriture, il se donnait une contrainte extrêmement rigide. Hein. Il s'imposait au moins 1h30, si ce n'est pas 2 heures d'écriture par jour, tous les jours de l'année. Et quelles que soient les activités qu'il pouvait faire par ailleurs, il s'imposait cette discipline-là. Et il ne l'a pas fait, puisque, hélas, il est décédé avant, mais il m'avait dit, je lui avais demandé, mais est-ce que ce ne serait pas bien de faire un ouvrage sur la façon dont vous écrivez? Et il m'a dit qu'il l'avait en préparation. Il était en train de préparer, et ça quelques mois avant sa mort, il était en train de préparer un ouvrage sur pourquoi et comment il écrivait. Je me souviens l'avoir rencontré, c'était à Caen, je crois, à l'occasion de la soutenance d'une thèse que nous co-dirigions, une thèse sur son travail, que nous co-dirigions, lui et moi, et je l'avais interrogé sur « mais comment faites-vous pour écrire autant de choses d'un niveau aussi élevé ?» Il m'avait parlé de cette discipline extrêmement rude qu'il s'imposait, et d'une discipline qu'il n'avait pas voulu m'expliciter complètement, parce qu'il me disait « je suis en train d'écrire là-dessus, et je voudrais transmettre cela ». Je crois qu'il avait un rapport à l'écriture qui mériterait d'être travaillé. Je crois qu'il écrivait un peu d'affilée, d'après ce qu'il me disait, c'est-à-dire sans beaucoup revenir en arrière. Il déroulait les choses et il laissait la pensée s'organiser par l'écriture, et l'écriture organisait la pensée. Et c'est une manière d'entraîner le lecteur, c'est une manière qui est parfaitement légitime, mais qui nécessite un lecteur disponible, attentif, capable de revenir en arrière et de se référer en permanence à ce qui a été écrit avant, etc. Mais quelqu'un capable peut-être aussi, et moi ça a été mon cas pour certains de ses livres, d'avoir une lecture qui n'était pas totalement linéaire, c'est-à-dire d'avoir une sorte de lecture en archipel. On se promène comme dans un archipel et de temps en temps on accoste à une île, à une petite île où les choses sont stables. Là on comprend, on s'arrête, on regarde, puis on repart pour voyager, pour continuer à voyager un peu. Alors parfois on ne voit pas très bien où on va, il y a du brouillard, puis on réaccoste à quelque part. Cette parole en archipel, c'est une expression du poète René Char. Cette parole en archipel, moi je l'ai parfois pratiquée avec les ouvrages de Bernard Stiegler, parce que dans certains cas, c'est vrai, la lecture linéaire, quand on est un peu fatigué, qu'on n'a pas énormément de temps,
elle est extrêmement exigeante et parfois très 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 difficile. Ce sont effectivement des textes qui ne sont pas dans leur écriture sur un modèle cartésien. Ce sont des textes qui... c'est une pensée qui se pense et qui se travaille, qui évolue, qui assume un certain type de tâtonnement, voire de répétition, de retour en arrière. Il faut accepter, quand on entre dans l'œuvre écrite de Bernard Stiegler, il faut accepter de se laisser embarquer dans un voyage dont on ne sait pas exactement où il va nous conduire et dont on sait même qu'il y a des moments où on va perdre pied. Mais c'est pas grave. Je pense que la pensée va tellement loin qu'elle nous accroche, elle nous attrape toujours et nous fait avancer. Mais vous, en tant que pédagogue, qu'est-ce qui vous a fasciné dans sa philosophie? Alors, moi, ce qui m'a intéressé d'abord, bien sûr, et ça rejoignait mes travaux pédagogiques personnels, c'est son travail sur les médias et son travail sur le numérique. C'est la manière dont il comprenait les médias et le numérique. Moi, j'ai été très impressionné par son ouvrage sur la télécratie contre la démocratie, qui rejoignait exactement mes préoccupations et qui décrivait d'une manière extrêmement minutieuse, attentive et informée ce que j'observais précisément comme déstructuration psychique liée à l'usage des écrans chez un certain nombre d'enfants et d'élèves que je pouvais côtoyer. Quand Bernard écrit que nous sommes en face d'une sorte de déstructuration psychique systématique de la jeunesse organisée par ce qu'il appelle les industries. Les industries, alors je cherche l'expression, c'est pas du divertissement, ce sont les... Culturels, non peu plus. Importe, peu importe. Quand il évoque cela, il renvoie évidemment à des réalités que le pédagogue ne peut pas ignorer et qui sont complètement centrales aujourd'hui quand on s'intéresse à l'éducation face aux défis de notre temps. Et donc ça a été pour moi évidemment quelque chose de tout à fait essentiel. L'idée du pharmacone, bien sûr, le fait de ne pas jeter les médias comme ça, mais d'en chercher le bon usage. Et puis, cette idée très forte chez Bernard Stiegler de la construction de l'individuation et non pas de l'individualisation, dans le cadre de ce qu'il a souvent appelé une économie contributive, c'est-à-dire dans le cadre d'un développement qui se fait avec autrui et dans une relation à autrui qui n'est pas une relation de pouvoir. Voilà. Et tout ça rejoignait évidemment mes préoccupations pédagogiques. Moi, j'avais été bercé par des pédagogues comme Freinet qui prônent la coopération, entre la coopération chez Freinet et l'économie contributive telle que Bernard Stiegler a pu la théoriser et la mettre en application à la Pleine Commune, par exemple, ou ailleurs. Il y a une vraie continuité. Il y a un fil rouge absolument évident. Et donc, il y avait des relations très proches dans notre manière de penser et de concevoir les choses autour de ces thématiques-là, incontestablement. Alors moi, je n'avais pas, contrairement à lui, la culture philosophique énorme autour, en particulier, de la phénoménologie, mais pas seulement. Hein, je n'avais pas cette culture-là. J'avais lu Derrida, mais pas autant que lui et pas aussi bien que lui. Puis je n'avais pas travaillé directement avec lui. Mais j'ai trouvé chez Bernard Stiegler une façon de mobiliser la philosophie qu'on considère parfois comme purement spéculative,
pour permettre de comprendre des phénomènes extrêmement concrets et précis. Et c'est ça qui me fascine chez Bernard Stiegler. C'est une conceptualisation extrêmement élaborée, en permanence en cours d'évolution, mais ce n'est pas pour autant une jouissance du concept au sens de Monsieur Test. Ôtez toute chose que j'y vois, il n'y a que le concept qui compte et la plénitude de la pensée. C'est une pensée qui se développe conceptuellement d'une manière très fine pour toujours être plus près du plus dur. Le dur au sens de ce qui résiste, hein, le plus dur, c'est-à-dire le réel dans ce qu'il a de plus à la fois évident, problématique, de ce à quoi on se heurte au quotidien, de ce à quoi, par exemple, le pédagogue que je suis se heurte au quotidien quand il rencontre des gamins qui ne veulent pas apprendre, des gamins qui sont sous emprise des médias, des gamins qui sont dans une relation de prolétarisation de leur propre pensée. Et en quelque sorte, c'est une philosophie appliquée aussi, appliquée dans le sens qu'il veut contribuer à faire évoluer une société. Moi, je ne dirais pas que c'est une philosophie appliquée, parce que philosophie pleine appliquée, commune. Ça donne le sentiment qu'il y a d'un côté la philosophie, de l'autre côté l'application. Moi, je pense que Bernard Stiegler produit une philosophie qui est un acte en elle-même, qui est un acte en elle-même. Et ça, pour moi, c'est la grande valeur de la figure de Bernard Stiegler. Je parlerai d'une figure au sens de grande figure. Il était discret sur sa vie personnelle, hein, Bernard Stiegler. Enfin, on connaît tous son histoire, mais il ne la racontait pas à chaque coin de table. Hein. Il restait relativement discret sur sa vie personnelle. Et les souvenirs que j'ai de lui sont des souvenirs d'une figure toujours chaleureuse, rayonnante, boulimique, parce qu'il était boulimique d'action quand même, d'activité. Il était partout dans le monde. La dernière fois que nous nous sommes vus, il voulait m'embarquer en Chine, dans je ne sais plus trop quel... Non, en Inde, et puis en Chine. Et il me parlait de la Chine, mais il était aussi dans une province indienne où il voulait m'amener, etc. C'était extraordinaire, c'était foisonnant, c'était un personnage qui était toujours, qui vous impressionnait toujours. Et ce personnage-là avait c'était une pensée en marche, quoi. C'était une pensée en marche et en prise sur le monde en permanence. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors, vers la fin de sa vie, j'avais beaucoup réfléchi avec lui sur quelque chose qui nous préoccupait tous les deux, chacun dans notre domaine, et qu'il avait beaucoup retravaillé, c'était sa lecture de Marx. En particulier le concept de prolétarisation. Je me souviens d'une conférence qu'il avait faite où il développait beaucoup cette idée-là, y compris autour de la manière dont, par exemple, le métier d'enseignant, dont je m'occupe et qui est ma spécialité, pouvait être prolétarisé. Parce que, nous disait-il, de la même manière que l'ouvrier a été mis au service de la machine, et non plus la machine au service de l'ouvrier, eh bien, les enseignants devenaient au service de la machine école et n'étaient plus acteurs dans leur propre métier. Et cette clé de lecture-là, moi, m'a beaucoup servi et me sert toujours beaucoup pour comprendre le désarroi actuel des enseignants qu'on ne peut pas simplement imputer à un problème de salaire, même s'il existe, à un problème de reconnaissance sociale, même s'il existe, et qu'on peut comprendre grâce aux travaux de Bernard et à sa relecture de Marx comme un phénomène de prolétarisation qui précisément les affecte dans leur identité d'une manière très grave. Oui, justement, il a appliqué ces idées quand même dans
pleine commune dans cette école philosophique en même temps pratique à Saint-Denis, Oui, donc bien sûr. dans un contexte de prolétarisation, hein, et avec un vocabulaire qui était hautement philosophique. Donc il a Oui. continué ce niveau, cette exigence de niveau philosophique, même Oui, et puis dans ce contexte-là. il était à l'affût de tout ce qui se passait. Il a été un des rares, me semble-t-il, à comprendre la signification quasiment philosophique du phénomène Greta Thunberg. Hein. Tout à Au fait. moment où la majorité des intellectuels riaient de cette jeune lycéenne et l'a traitée par le mépris, il a compris que la portée de ce propos et la portée de ce phénomène ne pouvait pas être ça ne peut pas être secondaire, c'était quelque chose de fondamental et d'important. Un des derniers ouvrages qu'il a coordonné, dans lequel il a beaucoup participé, le titre de l'ouvrage m'échappe, Bifurqué. Bifurqué, Voilà. voilà, est un ouvrage qui me semble porteur d'une véritable espérance pour le monde de demain, justement. Moi, si j'avais à faire lire quelques textes pour donner à des jeunes adolescents, des jeunes adultes, un peu d'espoir et leur montrer la possibilité qu'il y a de se battre pour ne pas se laisser prolétariser complètement, justement, je pense que c'est des textes qui sont dans Bifurqué que je leur ferai lire. Je trouve que ces derniers textes-là, d'ailleurs, ne sont pas très compliqués, ils sont beaucoup plus lisibles et beaucoup plus accessibles Tout à fait. que des textes qu'il a pu rédiger par ailleurs. Oui, c'est à cause de Greta Thunberg qu'il est allé à Genève Tout à fait. pour justement avoir un impact sur le mouvement de ces jeunes qui suivent Greta Thunberg. Et dans une interview à RFI, quand il en a parlé, il avait la voix qui chavirait. Hein. Il était très touché par elle. Et il a été un des rares à en comprendre l'importance. Hein. Quand beaucoup d'intellectuels se sont déshonorés par des remarques ou des affirmations particulièrement insultantes à l'égard de ce phénomène, il en a compris la portée civilisationnelle. Absolument. Et qu'un homme comme lui, avec la culture philosophique qu'il avait et avec le recul qu'il avait, se soit mis à l'écoute d'une jeune fille comme Greta Thunberg devrait être un signal pour beaucoup d'entre nous sur le fait qu'on peut être un grand intellectuel, avoir beaucoup d'importance, de pouvoir et tout ce qu'on veut. On doit rester très modeste, hein, et cette modestie en particulier à l'égard de l'enfance et de la jeunesse, à l'écoute de laquelle nous devons rester. Est-ce que vous vous rappelez des circonstances dans lesquelles vous avez tous les deux été impliqués, quelque chose, un événement ou une rencontre spécifique? Oui, il y en a plusieurs, je ne sais pas laquelle ou lesquelles sont plus importants que d'autres. Le moment le plus fort pour moi, et probablement avec le recul, c'est le dernier, forcément. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était donc la soutenance de thèse de Benjamin Delattre, thèse que nous avions co-dirigée. C'est une soutenance de thèse qui était compliquée parce que les autres membres du jury connaissaient mal ou peu la pensée de Bernard Stiegler et pénétraient très difficilement dans la thèse. Nous avons été obligés de réexpliquer, pratiquement de refaire la propédeutique de la thèse pour nos collègues du jury.
Et puis le lendemain, nous avons donné une conférence ensemble, à 2 voix, dont je garde un souvenir très, très ému. C'était une conférence qu'il avait intitulée, qui était autour du concept, j'essaye de me souvenir, autour du concept d'entropie et de négantropie. Et il avait fait une conférence qui, cette fois-là, à l'oral, n'était pas pour les gens qui ne le connaissaient pas. Bernard Stiegler, qui n'était pas très facile à décrypter. Et j'avais fait un travail qui n'était pas un travail de vulgarisation, qui était un travail qui consistait à montrer en quoi ces concepts pouvaient éclairer les pratiques des gens qui étaient là, c'est-à-dire les pratiques des enseignants qui étaient là. Et ça avait été très passionnant parce qu'on voyait dans notre dialogue comment pouvait se construire le rapport entre des concepts et puis des pratiques, et comment des concepts pouvaient éclairer des pratiques, mais comment aussi Bernard Stiegler enrichissait ces concepts à partir des pratiques sur lesquelles les gens se évoquaient. Il y avait essentiellement là des professeurs d'éducation physique, je me souviens, qui parlaient des jeux collectifs, etc. A priori, ça n'a pas de rapport direct avec le concept d'entropie ou de négantropie. Et pourtant, le dialogue a permis de montrer que ces concepts éclairaient considérablement leur pratique. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, les œuvres de Bernard Stiegler n'ont pas fini de nous intéresser, et qu'elles dureront très longtemps, parce que ces concepts sont des clés de lecture extrêmement efficaces, de domaines extrêmement différents. Et on peut dialoguer avec les concepts de Bernard Stiegler en étant professeur d'éducation physique, comme c'était le cas de ce jeune garçon qui soutenait sa thèse sur lui, mais en étant informaticien, évidemment, en étant géographe, en étant économiste, en étant artiste, en étant linguiste. Quelle que soit la discipline dans laquelle on travaille, on peut dialoguer avec ces concepts-là, se les incorporer, et ils peuvent contribuer à notre individuation intellectuelle, psychique, humaine. Bernard Stiegler, en quoi pour vous, vous pouvez considérer que c'est une perte? Pour moi, Bernard Stiegler me manque beaucoup. Il me manque d'abord comme homme, comme personne que j'avais plaisir à rencontrer, avec qui j'avais plaisir à parler, qui était d'une intelligence fabuleuse, mais qui jamais n'infériorisait quiconque. Ça, c'est formidable. Qui rendait les autres intelligents. Il me manque beaucoup aussi parce que il avait ouvert la voie pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Je pense à son livre « Pharmacologie du Front National », qui sont des phénomènes qui aujourd'hui s'amplifient, prennent des formes différentes, mais deviennent des phénomènes de société extrêmement préoccupants, par rapport auxquels j'aimerais bien avoir l'interlocution de Bernard pour mieux les comprendre et mieux les combattre. Bernard était un penseur militant, et de dire ça, ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas une... Dans le milieu universitaire, traiter quelqu'un de militant, c'est une insulte. Parce qu'un militant, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas objectif, qui n'est pas scientifique, etc., etc. Pour Bernard, je pense que militant, c'est un éloge. C'est un éloge au sens où c'est une pensée qui se veut en prise sur le monde. Voilà. En acte. Et qui se veut un acte concrètement. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est une belle conclusion, une pensée en acte. Merci beaucoup.